Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Finalement, vous êtes revenus. Alors, je vous avais quand même prévenu, je crois que aujourd'hui, ça allait être plus dur. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Alors là, je rappelle quelques noms et photos de ceux qui ont été les constructeurs ou les inventeurs du formalisme quantique auquel on va consacrer cette séance. La question aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les quantas, qu'il s'agisse de lumière ou de matière, ont des comportements aussi étranges. Et finalement, ceux qui vont inventer le formalisme mathématique permettant de rendre compte de leur comportement, ce sont pour l'essentiel, même s'il y a quelques oublis dans ce tableau, Max Born, qu'il a représenté à un âge plus élevé que l'âge qu'il avait lorsqu'il a fait ses travaux les plus décisifs, Erwin Schrödinger, Louis Le Breuil, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Georges Gamow, Paul Dirac, et puis quelques autres que je n'ai pas représentés, mais dont les noms sont peut-être un peu moins connus. Donc je rappelle que la dernière fois, on avait expliqué comment l'introduction du concept de quantum, ou de quanta de lumière, qui avait été avancé par Max Planck en 1900, a permis de comprendre pourquoi un corps qu'on chauffe ne contient pas une énergie infinie, ce qui était la prédiction faite par la physique classique. On a vu comment cette hypothèse des quantas permet d'empêcher que des modes de fréquence d'énergie trop élevés soient alimentés en énergie et donc conduisent à une explosion par accumulation d'énergie dans un corps noir. Alors, je vous avais expliqué ensuite que Einstein avait repris cette idée de Planck, il l'avait même prise au sérieux beaucoup plus que Planck lui-même. Planck avait en quelque sorte quantifié les échanges d'énergie entre la lumière et la matière. Et Einstein, dans son article sur l'effet photoélectrique en 1905, lui, il dit que non seulement les échanges d'énergie sont quantifiés, mais l'énergie elle-même est quantifiée. C'est-à-dire qu'une lumière monochromatique, donc de fréquence fixe, disons nue, est elle-même structurée en paquets d'énergie H nu. Et donc cette organisation, si on peut dire, de la lumière préexiste à tous les échanges qu'elle peut avoir avec la matière. Et lorsqu'il écrit cela, Einstein est conscient d'une chose, il en parle d'ailleurs dans l'article, c'est que si on fait l'hypothèse, comme il le fait dans cet article de 1905, que la lumière est corpusculaire, puisqu'elle est constituée d'entités d'énergie bien définies, alors on ne comprend plus qu'elle puisse donner lieu à des interférences. Et donc, il met le doigt sur ce qui va devenir une énorme contradiction. La physique classique, notamment l'électromagnétisme, décrit la lumière comme un phénomène ondulatoire. Et Einstein, avec ses quantas de lumière, vient expliquer que la lumière a une structure corpusculaire. Et c'est en contradiction avec l'observation des interférences lumineuses. Donc Einstein dit, voilà, je conçois bien que ma nouvelle hypothèse ne permet pas de comprendre le phénomène d'interférence, mais je n'ai pas d'autre choix que celui-là si je veux comprendre l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, il a été découvert par Hertz dans les années 1860, je crois. C'est l'idée que, enfin c'est pas l'idée, c'est le phénomène par lequel, lorsqu'on envoie de la lumière sur un métal, eh bien ça peut provoquer l'apparition d'un courant électrique. Autrement dit, la lumière provoque la mise en mouvement d'électrons dans la matière. D'où le terme effet photo-lumière électrique. On met en mouvement des électrons. Et ce phénomène était donc assez bien connu. Et puis en 1902, un physicien qui s'appelle Lennart a caractérisé l'effet photoélectrique d'une façon plus précise que ce qu'on avait pu faire auparavant. Et il a montré qu'il y avait un effet de seuil. C'est-à-dire que ça ne marche pas pour toutes les lumières. Quand par exemple vous envoyez de la lumière rouge sur un métal, il n'y a pas d'effet photoélectrique. Même si l'intensité de cette lumière est très grande. Vous pouvez prendre une source de lumière rouge extrêmement intense, ça ne déplace pas les électrons dans la matière. En revanche, si vous prenez une source de lumière bleue, ça fonctionne. Or ça, l'interprétation classique de la lumière ne permettait pas d'en rendre compte. Parce que du point de vue des équations de Maxwell, donc de la physique classique, le rouge et le bleu c'est pareil. Je veux dire, c'est avec la fréquence qui change, mais
la description qu'on fait de l'onde en question est semblable. Et Lennart expérimentalement montre qu'il y a une sorte d'effet de seuil. Et c'est cet effet de seuil qu'Einstein explique avec son hypothèse des quantas de lumière. Un quantum de lumière bleue contient plus d'énergie qu'un quantum de lumière rouge, parce que la fréquence du bleu est plus grande que la fréquence du rouge. Et comme la lumière est structurée par de tels paquets, si l'électron reçoit un quantum de lumière bleue, il reçoit suffisamment d'énergie pour quitter son atome d'origine et être mis en mouvement, alors que s'il reçoit un quantum de lumière rouge, eh bien l'énergie reçue n'est pas suffisante pour qu'il puisse s'extraire de son atome et être mis en mouvement. Donc c'est cet effet de seuil que Einstein explique avec son hypothèse des quantas de lumière. Et évidemment, il y a un problème qui reste entier, c'est comment comprendre les interférences lumineuses. Alors là, j'ai représenté une interférence entre deux ondes lumineuses qu'on appelle des ondes planes. Donc c'est des ondes qui sont très bien organisées. Vous voyez, les fronts d'onde sont parfaitement parallèles. Ce sont des sortes de lignes droites. Vous avez donc une onde qui arrive comme ça, une onde qui arrive comme ça, et il y a une zone dans laquelle elles interfèrent. C'est-à-dire que les endroits où l'amplitude de l'onde est positive peuvent s'ajouter aux amplitudes positives de la deuxième onde, et puis il y a d'autres endroits où l'onde a une amplitude positive s'ajoute à des endroits où l'amplitude de l'autre onde est négative, de sorte que la somme des deux fait 0. Donc vous avez des zones plus intenses, c'est les zones noires ici, et puis des zones dans lesquelles l'amplitude lumineuse est nulle, c'est les zones blanches. C'est ça qu'on appelle le phénomène d'interférence. Et en fait, l'expérience qui avait permis de découvrir ces interférences lumineuses, c'est celle que je rappelle ici, l'expérience des fentes de Young. Donc vous avez ici une source de lumière qui envoie des ondes qui sont sphériques, hein, donc les arcs de cercle ici traduisent les endroits où les amplitudes en un instant donné sont les mêmes. Vous envoyez cette lumière sur une plaque sur laquelle on a percé deux petites fentes. Donc il y a une partie de la lumière qui passe par la première fente et qui fait ce système d'ondes, une autre partie de la lumière qui passe par la deuxième fente qui fait ce système d'ondes, et dans la zone où les deux ondes se recouvrent, il y a des interférences qui font que si on met une plaque photo ici, à certains endroits on a de la lumière qui se dépose, ça fait ce qu'on appelle des franges de lumière, et puis à d'autres endroits on a des franges sombres dans lesquelles ou sur lesquelles la lumière ne peut pas aller. Et c'est la découverte de ces interférences qui a convaincu les physiciens au début du XIXe siècle, qui a fini par les convaincre, parce qu'il y a un débat assez intense, que la lumière avait une structure ondulatoire. Alors maintenant, si la lumière n'est plus une onde, mais faite de corpuscules de lumière, eh bien, on ne doit pas avoir d'interférence. Hein. Un corpuscule de lumière, il passe soit par la première fente, soit par la deuxième, soit il passe pas du tout parce qu'il bute sur la plaque qui est ici. Et quand on regarde ce qui se dépose ici, on ne voit pas d'interférence, on voit une courbe à peu près continue, régulière. Hein. Il y a des zones où les corpuscules ont tendance à se déposer, c'est ceux qui sont dans le prolongement de l'un ou l'autre des deux trous, mais on n'a pas cette courbe d'interférence caractéristique des phénomènes ondulatoires. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait cette même expérience des fentes de Young avec des électrons? Eh bien, avec des électrons, donc le dispositif c'est ça, on a une source d'électrons, on a deux fentes, enfin on a deux passages possibles pour les électrons, et puis ici on a un détecteur qui permet de mesurer la position sur laquelle viennent se déposer des électrons. Alors voilà ce qui se passe au début. Au début, vous voyez que vous avez un petit nombre de tâches qui montrent donc des électrons qui se déposent sur la plaque photo de façon ponctuelle. Donc quand vous voyez ça, vous dites finalement les électrons sont bien des petites billes. Parce que l'impression qu'ils laissent sur la plaque est une impression qui est localisée dans une zone très petite qui traduit donc un comportement corpusculaire. Et puis vous attendez, d'autres électrons se déposent et vous avez l'impression qu'ils se déposent à peu près partout, comme le feraient des petites billes. Et puis quand le temps de l'expérience devient très grand, eh bien vous voyez que les électrons en fait ne se déposent pas de façon quelconque. Ils ont tendance à se répartir sur certaines franges et à éviter d'autres franges qui séparent les franges où leur arrivée est possible. Donc on voit apparaître petit à petit des interférences. Alors que, en l'occurrence,
les électrons ne sont envoyés qu'un à la fois. D'accord? Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait des collisions entre eux, des interactions entre eux. Il n'y a qu'un électron qui est envoyé à la fois dans le dispositif expérimental. Et ils ont un comportement qui semble être très ambigu. Leur impact est corpusculaire, et inviterait à dire que les électrons sont des corpuscules. Et en fait, ils ont un comportement ondulatoire, puisqu'il y a certaines zones qui sont interdites et d'autres qui sont autorisées. Et par exemple, si vous prenez cette position-là, cette position qui est entre deux fentes qui ont l'air d'être possibles, là, les électrons ne peuvent pas arriver ici. D'accord? Ça veut dire que si vous n'ouvrez qu'une des deux fentes, par exemple, vous fermez celle-ci et la deuxième est ouverte, eh bien, cette position-là sera possible pour l'électron. Si maintenant vous ouvrez les deux fentes en même temps, vous donnez à l'électron deux chemins possibles pour arriver à cet endroit. Donc il devrait y en avoir plus. Le fait d'ouvrir la deuxième fente l'empêche d'arriver à un endroit où il pouvait arriver quand une seule des deux fentes était ouverte. Ça, c'est un truc de fou. Parce que si l'électron est un corpuscule, donc imaginez une petite bille, quand il arrive ici, ou dans n'importe quel point de la plaque photo, soit il est passé à gauche, soit il est passé à droite. S'il est passé à gauche, que la fente de droite soit ouverte ou fermée n'a aucune importance. S'il est passé à droite, le fait que la fente de gauche soit ouverte ou fermée n'a aucune importance. Eh bien, on voit que ce raisonnement conduit à une contradiction, parce que lorsqu'on ouvre les deux fentes, l'endroit où l'électron pouvait aller lorsque l'une seule des deux fentes est ouverte devient inaccessible. On lui donne deux chemins possibles pour aller à un endroit donné, on multiplie les chances qu'il y arrive en quelque sorte, et cette ouverture des deux chemins possibles l'empêche d'aller là où un seul chemin lui permettait d'aller. Voilà le problème à résoudre, et le problème va être résolu dans les années 25 par les physiciens que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, avant de vous expliquer comment ils ont procédé, je voudrais vous présenter ce qu'on appelle le critère quantique, c'est-à-dire finalement, quand est-ce qu'on fait de la physique quantique et quand est-ce qu'on n'en fait pas? Ou plus exactement, quand est-il nécessaire, quand on a affaire à un problème physique, d'utiliser la physique quantique, et quand peut-on se contenter de la physique classique? Alors le critère, il est le suivant. Quand on a un système physique, on peut le caractériser par une action. Une action, c'est une grandeur physique qui se mesure par le produit d'une énergie par un temps. Donc c'est des joules, l'énergie, multipliée par un temps, c'est-à-dire des secondes. Donc c'est une grandeur qui s'exprime en joules multipliées par des secondes. Et quand vous avez un système physique, vous pouvez caractériser ce système par son action typique. Vous prenez une énergie typique du système, une durée typique du système, vous faites le produit des deux, et ça vous donne l'action du système. Alors si vous aimez faire des calculs dimensionnels, vous verrez que le produit d'une énergie par un temps, c'est la même chose que le produit d'une longueur par une quantité de mouvement. Quantité de mouvement, c'est la masse multipliée par la vitesse, ce qu'on appelle l'impulsion. D'accord ? Ça a une certaine ça se mesure par une certaine unité physique, hein, c'est des masses multipliées par des vitesses. Eh bien, des masses multipliées par des vitesses, multipliées par des longueurs, ça fait quelque chose qui est exprimable en joules multipliées par des secondes. Donc l'action d'un système, c'est une énergie typique multipliée par une durée typique du système, mais c'est aussi une impulsion typique du système multipliée par une longueur typique du système. Hein, vous pouvez jouer sur plusieurs paramètres pour construire une action. D'accord ? Eh bien, le critère quantique grossier qu'on peut avancer, c'est que lorsque l'action du système est de l'ordre de la constante de Planck, qui elle aussi a la dimension d'une action, c'est des joules secondes, la constante de Planck, eh bien, la physique quantique est nécessaire. C'est-à-dire la physique classique est en pleine déroute. Vous ne pouvez pas l'utiliser, ou si vous l'utilisez, elle conduit à des résultats faux. Hein. En revanche, si l'action du système est très grande devant la constante de Planck,
vous pouvez vous contenter de la physique classique. Alors pour que ce critère soit opératoire, il faut évidemment donner la valeur de la constante de Planck. Donc la valeur que j'ai indiquée ici, c'est h bar, on ne voit pas très bien la barre, je m'en excuse. C'est une notation qui a été inventée par Dirac. La constante de Planck, c'est h, et très souvent elle intervient dans les calculs comme étant divisée par 2π. Donc on voit dans les calculs h divisé par 2π. Et Dirac, qui n'aimait pas écrire trop de lettres, avait proposé cette notation h bar, donc un h barré. Il écrivait ça au lieu d'écrire h sur 2π à chaque fois, donc c'est ce qu'on appelle h bar. Et la valeur de h bar, c'est 1,05 10 puissance moins 34 joules seconde. Donc h, c'est cette grandeur multipliée par 2π. Je vous laisse faire le calcul. Et bien quand l'action du système est de l'ordre de h, vous faites de la physique quantique. Quand l'action du système est très grande devant h, vous faites de la physique classique. Quand je dis très grand, c'est par rapport à h, c'est vraiment très très grand par rapport à h. En fait, la frontière précise entre le monde quantique et le monde classique est encore un sujet de discussion. Alors on va prendre quelques exemples pour voir quels sont les objets qu'on peut traiter avec la physique classique et lesquels on ne peut pas traiter avec la physique classique. Alors, je prends une montre, notamment une aiguille. Une aiguille, ça a une largeur d'à peu près 0,1 mm, ça a une masse de 0,1 g, et la durée caractéristique d'une montre ou d'une trotteuse, c'est la trotteuse qui m'intéresse ici, vous êtes d'accord que c'est la seconde. Et bien à partir de ces trois grandeurs, la largeur, la masse et une durée caractéristique, je veux fabriquer une action, donc une grandeur qui a les dimensions requises, c'est-à-dire qui est l'équivalent d'une quantité d'énergie multipliée par une durée caractéristique. On peut construire cette grandeur comme étant le produit de la masse par le carré de la largeur divisé par la durée caractéristique. Ça, c'est bien la dimension d'une action. Et quand vous faites l'application numérique à partir des grandeurs que j'ai prises ici, vous trouvez 10 puissance 22 fois la constante de Planck. D'accord ? C'est-à-dire qu'une montre est un objet classique. Vous pouvez étudier le comportement, la dynamique d'une montre sans du tout avoir besoin d'utiliser la mécanique quantique. Maintenant, si je prends une antenne de radio, on va prendre une antenne typique de puissance 1 kW, je prends une fréquence qui est 1 MHz, bon, c'est des grandeurs typiques, c'est des fréquences radio, disons, et bien on peut définir une action qui est en fait la puissance divisée par le carré de la fréquence. La fréquence, elle est liée, la pulsation plus exactement, elle est liée à la fréquence, et quand vous faites l'application numérique, vous trouvez 3 10 puissance 23 fois la constante de Planck. D'accord ? Donc une antenne radio a une action beaucoup plus grande que la constante de Planck. Donc on peut faire de la radio sans se préoccuper de mécanique quantique. D'ailleurs la radio a fonctionné sans qu'on ait besoin de recourir au principe de la physique quantique. Maintenant on va prendre des choses un peu plus intéressantes pour nous, en tout cas pour ce cours. On va prendre l'atome, on va même prendre l'atome le plus simple, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, il est constitué, comme on l'a vu, d'un proton, c'est son noyau, autour duquel tourne un électron. Alors, il faut trouver des grandeurs caractéristiques de cet atome d'hydrogène. On va prendre comme grandeur ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il faut donner à l'électron de l'atome pour qu'il quitte l'atome. Donc, l'électron est là, vous lui communiquez de l'énergie, et s'il est dans l'état de plus basse énergie dans l'atome d'hydrogène, il faut lui donner une énergie de 13,6 électronvolts. Ça, c'est l'unité d'énergie qu'on utilise quand on fait de la physique atomique. Et il va récupérer cette énergie, et ça va lui permettre de quitter le noyau auquel il était attaché. On va donc fabriquer un ion hydrogène, donc un proton tout seul, et l'électron, lui, va partir. L'atome aura été ionisé. Donc l'énergie caractéristique de l'atome d'hydrogène, ou de l'électron dans l'atome d'hydrogène plutôt, c'est 13,6 électronvolts qu'on peut convertir en joules. Et ça correspond à une fréquence maximale, une fréquence dans le spectre qui vaut ceci. Bon, et quand vous faites le calcul, l'action c'est le produit d'une énergie par un temps, le temps caractéristique c'est l'inverse de la pulsation, et quand vous faites le calcul, vous tombez pile sur h bar, donc sur la constante de Planck. Donc l'action caractéristique de l'atome d'hydrogène, c'est la constante de Planck.
Donc il est exclu de pouvoir étudier l'atome sans recourir à la physique quantique. Maintenant, on va prendre un système encore plus petit que l'atome, qui est le noyau de l'atome. Donc, l'énergie de liaison d'un nucléon, donc d'un proton ou d'un neutron dans un noyau, c'est à peu près 8 millions d'électronvolts. On voit que c'est beaucoup plus que l'énergie de liaison d'un électron dans l'atome, c'est 1 million de fois plus, typiquement. On peut le convertir en joules, cette quantité d'énergie. La dimension d'un noyau, c'est ce qu'on appelle le Fermi, typiquement, donc c'est 10 puissance moins 15 mètres, c'est 1 millionième de milliardième de mètre. C'est donc en gros 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Le noyau dans l'atome d'hydrogène a une dimension qui est en gros 100 000 fois plus petite que l'atome d'hydrogène lui-même, quand on met l'électron autour du noyau. La masse, c'est celle-ci. Et on peut définir une action qui a la bonne dimension, comme toujours. Et là encore, vous allez tomber pile sur la constante de Planck, avec les grandeurs que j'ai choisies là. Et ce qui veut dire que le noyau, comme l'atome, est un objet physique que vous ne pouvez pas espérer décrire sans recourir à la mécanique quantique. Donc si on prend les exemples que je viens de présenter, on a l'impression que la mécanique quantique s'applique au monde de l'infiniment petit, comme on dit, c'est-à-dire à l'atome et à tout ce qui est plus petit que l'atome, les particules. C'est vrai, mais, comme on le verra peut-être, il y a des systèmes macroscopiques qui sont quantiques. Par exemple, de l'hélium superfluide. 1 litre d'hélium superfluide, c'est quelque chose de macroscopique, et c'est complètement quantique. De la lumière laser, c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle macroscopique, et c'est quantique. Donc c'est plutôt ce critère-là qui sert à distinguer le domaine de validité de la physique quantique du domaine de validité de la mécanique classique. Mais en gros, quand on va aller vite, on dit que la physique quantique s'applique à l'échelle des atomes, des molécules et des particules. La physique classique s'applique plutôt aux objets macroscopiques. Alors maintenant, quelle est la grande percée théorique des années 20 ? C'est que, comme on l'a vu avec l'exemple des interférences de tout à l'heure, un objet quantique, c'est-à-dire par exemple un électron ou un photon, ce ne sont pas des corpuscules, parce que si c'était des corpuscules, il n'y aurait pas d'interférence. Ce ne sont pas non plus des ondes, parce que si c'était des ondes, l'impact sur une plaque photo ne serait pas un impact ponctuel. Une onde, c'est délocalisé dans l'espace. Donc là, on voit des impacts ponctuels qui signifient que les objets quantiques ne sont pas des ondes. Bref, un objet quantique, ça n'est ni une onde, ni un corpuscule. Souvent on dit c'est l'un et l'autre. Non, c'est ni l'un, ni l'autre. Comment est-ce qu'on les représente ? Eh bien, dans un premier temps, on va s'amuser à jouer avec l'idée qu'ils ressemblent quand même à des ondes. L'argument, c'est que petit à petit, comme on l'a vu dans le dessin précédent, les électrons, même s'ils ont un impact ponctuel, qui semble désigner un comportement corpusculaire, petit à petit, ils reconstruisent des interférences. Leur impact successif reproduit des interférences. Donc dans cette expérience, il y a quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, qui ressortit au registre ondulatoire. Alors, finalement, quelle est la propriété qu'ont les ondes et que n'ont pas les corpuscules ? La propriété qu'ont les ondes et que n'ont pas les corpuscules, c'est que les ondes sont capables de s'ajouter entre elles, à condition évidemment qu'elles soient du même type. Prenez par exemple des ondes qu'on peut fabriquer en agitant un bâton à la surface d'une eau calme. Donc vous agitez un bâton et ce mouvement va produire des ondes qui vont se propager à la surface de l'eau et qui sont des ondes concentriques. Elles partent du point d'agitation et puis elles constituent des cercles qui s'écartent petit à petit. Si maintenant vous prenez un deuxième bâton que vous agitez à un autre endroit de la surface de l'eau, ça va produire un deuxième système d'ondes concentriques partant d'un point différent. Si maintenant vous agitez les deux bâtons en même temps, vous allez produire deux systèmes d'ondes
Et si vous souhaitez calculer l'amplitude de la vague en un point donné de la surface de l'eau, vous allez l'obtenir en ajoutant l'amplitude de la première onde, celle qui vient du premier point, à l'amplitude de la deuxième onde qui vient du deuxième point. Donc en tout point de la surface de l'eau, l'amplitude d'oscillation va être égale à un instant donné à l'amplitude de la première onde plus l'amplitude de la deuxième onde. D'accord? Donc les ondes sont capables de s'ajouter entre elles. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Deux ondes du même type sont capables de s'ajouter entre elles. C'est d'ailleurs ce phénomène qui explique les interférences qu'on a vues tout à l'heure. Alors, il faut évidemment que les ondes en question soient du même type. Deux ondes acoustiques sont capables de s'ajouter, deux ondes électromagnétiques sont capables de s'ajouter, etc. On ne peut pas ajouter une onde électromagnétique à une onde acoustique. Il faut qu'elles soient du même type. Autrement dit, la propriété qu'ont les ondes, la propriété qui les caractérise, c'est le fait qu'elles sont capables de s'ajouter entre elles. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser cette idée? Eh bien, vous êtes d'accord que... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'espère que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que deux électrons, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, dans quelque système physique auquel ils appartiennent, ont des propriétés communes. Par exemple, tous les électrons de l'univers ont la même masse. Tous les électrons de l'univers ont la même charge électrique. Et c'est d'ailleurs cette identité entre leurs propriétés principales qui les définit comme électrons. D'accord? Donc à partir du moment où je dis qu'une particule est un électron, cette seule phrase spécifie tout un registre de propriétés de la dite particule. D'accord? Et ces propriétés qui caractérisent les électrons sont donc les mêmes pour tous les électrons. Et puis il y a d'autres propriétés qui peuvent varier d'un électron à un autre électron. J'ai dit tout à l'heure, tous les électrons ont la même masse, très bien, mais est-ce qu'ils ont la même énergie? Non. Quand vous prenez par exemple les électrons dans l'atome d'hydrogène, on a vu qu'il y en a qui sont en bas du spectre, ils ont donc peu d'énergie, puis il y en a d'autres qui sont en haut du spectre, ils ont plus d'énergie. Donc tous les électrons n'ont pas la même énergie. Tous les électrons de l'univers n'ont pas la même vitesse. Tous les électrons de l'univers n'ont pas la même position. Ils n'ont pas non plus le même spin. On reviendra sur cette propriété tout à l'heure. Bref, il y a un certain nombre de... Enfin, ils n'ont pas tous la même direction pour le spin. On verra cette subtilité tout à l'heure. Autrement dit, les électrons ont en commun certaines propriétés qui les définissent comme électrons, et puis il y a d'autres propriétés qui varient d'un électron à un autre électron. L'ensemble des propriétés qui varient d'un électron à un autre électron, on dira que c'est l'état de l'électron. Donc l'état physique d'un électron peut varier d'un électron à un autre électron. Tous les électrons ne sont pas dans le même état physique. Et la question, c'est comment va-t-on représenter l'état physique d'un électron en physique quantique? En physique classique, c'était très simple. L'état, c'était la position, la vitesse, l'énergie, des nombres qui caractérisent l'état physique de l'électron. Mais si l'électron n'est ni un corpuscule ni une onde, comment est-ce qu'on va caractériser son état? La caractérisation de l'électron en physique classique, si on considère que c'est une petite bille, on le caractérise par des nombres réels, l'un pour désigner la vitesse, l'autre pour désigner la position, le troisième pour l'énergie, et on en fait une sorte de corpuscule. On vient de voir que l'électron n'était pas un corpuscule. Donc cette façon de procéder ne fonctionne plus. Et là où les pères fondateurs de la physique quantique ont été vraiment géniaux, c'est-à-dire je ne sais même pas comment ils ont fait, c'est de dire que dans un premier temps, on va généraliser le principe de superposition de la mécanique ondulatoire. Ça consiste à dire que quel que soit le système physique que je considère,
qu'il soit quantique ou classique, peu importe. N'importe. C'est quoi ce bruit-là? Il y a un oiseau dans la salle ou c'est juste un téléphone? Bon, peu importe. Quel que soit le système physique qui m'intéresse, je décide de représenter ces différents états physiques possibles par des entités mathématiques capables de s'ajouter entre elles. Autrement dit, je fais comme si, dans un premier temps, mes particules avaient un comportement ondulatoire, puisque je leur applique le principe de superposition qui est caractéristique des ondes. Je sais que ce ne sont pas des ondes, mais je fais comme si c'était des ondes. Donc voilà, ce que je dis, c'est les différents états physiques d'un système. Alors je vais prendre un électron pour que on ait un exemple en tête. Donc je prends un électron, il a plusieurs états physiques possibles. Je décide de représenter ces différents états physiques par des entités mathématiques. Alors je vais les noter A, B, C, etc. Donc il y a plusieurs états possibles. Il y a un premier état qui est A, un deuxième état qui est B, un troisième état qui est C. Par exemple, A, c'est l'électron dans l'état de basse énergie dans l'atome d'hydrogène. B, c'est un état d'énergie intermédiaire. C, c'est l'état de plus haute énergie. Bon, voilà, par exemple, 3 façons de représenter ces états. Et la seule chose que j'impose à ces entités mathématiques, c'est la chose suivante. Si A et B sont 2 états possibles du système, A plus B est aussi un état possible du système. C'est le principe de superposition. Ça veut dire, pour reprendre l'exemple de l'atome d'hydrogène, si l'électron peut être dans l'état de plus basse énergie, et puis s'il peut être aussi dans l'état de plus haute énergie, eh bien il peut être aussi dans un état qui est la somme de l'état de plus basse énergie et de l'état de plus haute énergie. Est-ce que ça veut dire qu'il a une énergie moyenne, comprise entre A et B? J'en sais rien. D'accord? Mais simplement, j'ai généralisé le principe de superposition. Et puis il y a une deuxième condition, c'est que si A est un état possible du système, A multiplié par une constante quelconque, un nombre complexe quelconque, est aussi un état possible du système. Ça, c'est une façon de traduire le fait que si j'ai un système d'ondes, par exemple à la surface de l'eau, ben, l'amplitude de cette onde peut être multipliée par 2, par 3, sans problème. D'accord? Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont fait un peu de mathématiques au lycée. Et en fait, ces 2 contraintes-là définissent en mathématiques ce qu'on appelle un espace vectoriel. C'est-à-dire un espace vectoriel, c'est un espace, un ensemble si vous préférez, dans lequel la somme de 2 éléments est un élément de l'espace, et puis quand vous prenez un élément et que vous le multipliez par un nombre, ça fait encore un élément. Quand vous prenez avec un élément et que vous le multipliez par un nombre, ça fait quelque chose qui est encore dans l'espace vectoriel en question, et quand vous ajoutez 2 vecteurs, ça fait encore un vecteur. D'accord? Donc ça c'est un truc absolument fondamental. Le fait d'avoir décidé de représenter les états des systèmes physiques par des entités capables de s'ajouter entre elles signifie ou impose que les états des systèmes physiques vont désormais être représentés par des vecteurs, c'est-à-dire par des éléments d'un espace vectoriel. D'accord? Et on va d'ailleurs les appeler des vecteurs d'état. Vecteurs parce qu'ils font partie d'un espace vectoriel, d'état parce qu'ils servent à caractériser l'état physique des systèmes. D'accord? Donc si je reviens à l'exemple de mon électron, un électron dans l'atome d'hydrogène, ou plutôt l'électron de l'atome d'hydrogène, aura un état physique représenté par un vecteur d'état. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Moi, il m'a fallu personnellement beaucoup de temps pour comprendre que le principe de superposition, c'était le principe fondamental de la physique quantique. C'est vraiment le truc fondamental. C'est là qu'est la révolution. Si vous voulez. Et il m'a fallu peut-être 10 ans pour le comprendre.
En réalité, je suis un esprit lent parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps le livre que Paul Dirac a écrit en 1928, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Les principes de la mécanique quantique, je crois. Je ne suis plus très sûr du titre, mais enfin peu importe. Et vous verrez, page 3 de ce livre, écrit en 1928, Paul Dirac écrit « La raison pour laquelle la physique quantique ne pourra plus jamais être ramenée à la physique classique est le principe de superposition. » Donc ce qui m'a fallu 10 ans pour comprendre à la fin du XXe siècle, lui, il l'avait compris en 1928, alors que la mécanique quantique était à peine formulée. Donc ça vous dit, ça vous montre par comparaison ce qu'on appelle un génie. Alors, là où c'est plutôt un non-génie. Bon. Je fais une petite parenthèse là. Vous voyez que là, mine de rien, on vient de décider que les états physiques des systèmes allaient être représentés dans un espace mathématique abstrait. Techniquement, on appelle ça un espace de Hilbert. Donc les vecteurs d'état où les états physiques des systèmes seront représentés par des vecteurs d'état d'un espace de Hilbert. Un espace abstrait qui peut avoir un nombre infini de dimensions, qui n'a rien à voir avec l'espace physique dans lequel nous faisons des expériences. Et donc, sans s'en rendre compte, on est en train de représenter les systèmes physiques d'une façon qui s'émancipe complètement de l'espace physique habituel. Et on est en train de créer les conditions où va se poser la question de l'interprétation de la physique quantique. Parce que finalement, nous allons faire des calculs très compliqués dans des espaces abstraits, et il va falloir établir une relation entre les résultats de ces calculs, qui sont dans des espaces mathématiques abstraits, et les résultats des expériences physiques, qui sont dans l'espace physique à 3 dimensions habituel. Comment est-ce qu'on va relier les deux? Nous nous sommes émancipés de l'espace physique, mais un jour il faudra y revenir puisqu'il faudra interpréter les expériences. Et vous voyez que on est en train de créer une sorte d'abîme entre le réel empirique, et sa représentation. On ouvre une brèche dans laquelle vont venir s'engouffrer toutes les questions qui traitent de la question, du problème, du lien entre le monde et sa représentation. Bon, alors, ces vecteurs d'état, pendant très longtemps, on les a appelés des fonctions d'onde. La notion de vecteur d'état est une généralisation de la notion de fonction d'onde. Ce sont des nombres complexes, donc des nombres non réels. Alors là, j'avais préparé un transparent pour expliquer pourquoi ça ne peut pas être des nombres réels. Bon, mais vous voyez des petites équations. Je ne vais pas m'y attarder. Simplement, juste vous dire que la raison pour laquelle les fonctions d'onde ne peuvent pas être complexes est liée, ne peuvent pas être réelles, pardon, et elles sont nécessairement complexes, est liée au principe de relativité. Pas de la relativité d'Einstein, la vieille relativité, celle de Galilée. C'est-à-dire que la longueur de quelque chose n'est pas dépendante de la vitesse de l'observateur. Et c'est cette contrainte-là de relativité qui impose que les fonctions d'onde soient complexes et non pas réelles. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, le calcul sera sur le site web, puisque j'ai donné mes transparents. D'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le principe de superposition, à lui seul, permet de déterminer la forme de l'équation qui va piloter l'évolution dans le temps du vecteur d'état. Alors historiquement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vous ai raconté brièvement la dernière fois que Schrödinger a trouvé l'équation de Schrödinger à l'issue d'un épisode érotique fulgurant et tardif. Il était avec l'une de ses maîtresses, ça a duré 15 jours, et quand il est rentré, il avait l'équation de Schrödinger. Il n'a jamais vraiment expliqué quels sont les raisonnements par lesquels il a dû passer pour arriver à ce résultat magnifique. On sait simplement qu'il avait eu la thèse de de Broglie. De Broglie disait qu'à toute particule, on peut associer une onde. Et Schrödinger s'est posé la question de savoir quelle était
l'équation d'évolution des ondes associées aux électrons dans l'atome d'hydrogène. C'est en réfléchissant sur cette question qu'il est arrivé à l'équation de Schrödinger. Mais en fait, on peut retrouver l'équation de Schrödinger par d'autres moyens, plus logiques si vous voulez, qui ne font pas appel au genre d'expérience existentielle vécue par Schrödinger, en utilisant simplement le principe de superposition que je viens d'évoquer. D'accord ? Le principe de superposition, ça veut dire que les mathématiques qu'on va utiliser en physique quantique, grosso modo, c'est ce qu'on appelle l'analyse linéaire. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un travail qui a été fait par un physicien américain qui s'appelle Feynman, qui a eu le prix Nobel en 1965, qui a montré une chose vraiment incroyable. Il a montré que si on postule l'homogénéité de l'espace, c'est-à-dire vous postulez que tous les endroits de l'espace sont équivalents pour les lois physiques. Vous postulez aussi l'isotropie de l'espace, c'est-à-dire toutes les directions dans l'espace sont équivalentes. Il n'y a pas de direction particulière, privilégiée, dans laquelle les lois physiques seraient différentes de ce qu'elles sont dans les autres directions. Et si vous postulez aussi le caractère homogène du temps, caractère homogène du temps, ça veut dire que tous les instants du temps, pour ce qui est des lois physiques, sont équivalents. Les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Tous les instants du temps sont les mêmes pour les lois physiques. Ce qui change, ce sont les conditions physiques, c'est pour ça qu'il y a une histoire. Mais les instants du temps sont tous équivalents pour ce qui est des lois physiques. Ben vous mettez ces trois conditions, vous y ajoutez le principe de superposition, eh bien ça vous montre, ça vous mène tout droit à l'équation de Schrödinger. Donc elle a une structure logique, si vous voulez. Homogénéité de l'espace, homogénéité de isotropie de l'espace, homogénéité du temps et principe de superposition, ça vous amène à l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire, mon psi, c'est ABC, c'est-à-dire c'est le vecteur d'état d'un système, il dépend de la position et du temps. D'accord ? Ce vecteur d'état, il évolue au cours du temps, donc là il y a une dérivée par rapport au temps, d'une façon qui est pilotée par cette équation. Là c'est le terme d'énergie cinétique, là c'est le terme d'énergie potentielle. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous la montrer une fois. D'accord ? Ça c'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, énoncée donc à la fin de 1925. D'accord ? Elle permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, elle permet de calculer le spectre de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire, vous rentrez dans le terme de potentiel, le potentiel que subit un électron dans un atome d'hydrogène, et en faisant des calculs, vous aboutissez à l'ensemble de toutes les valeurs de l'énergie qu'un électron peut prendre dans l'atome d'hydrogène. Vous avez vu aussi des énergies qui sont réparties sur des... Je vous avais montré, je vais revenir peut-être rapidement sur le spectre. Voilà le spectre de l'atome d'hydrogène. Donc, voilà les niveaux d'énergie possibles pour l'électron. Donc l'équation de Schrödinger vous permet de calculer la valeur de ce niveau, la valeur de ce niveau, la valeur de ce niveau, etc. L'ensemble de toutes les valeurs possibles. Et elle vous dit que quand l'électron passe de ce niveau, par exemple, à celui-ci, elle émet un photon de fréquence nue donné par cette relation. Donc le photon a une énergie qui emporte la différence d'énergie entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée. D'accord ? Et l'équation de Schrödinger permet de calculer précisément toutes ces valeurs possibles qu'un électron peut avoir dans l'hydrogène. Donc, si vous voulez, il y a un succès expérimental. Vous avez une équation, et puis expérimentalement, vous êtes capable de mesurer toutes les fréquences émises ou absorbées par l'atome d'hydrogène, et vous voyez que le calcul est conforme aux expériences. Un deuxième truc, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur harmonique. On peut résoudre l'équation de Schrödinger pour l'oscillateur harmonique. C'est un gros ressort et on montre que les énergies possibles pour un oscillateur harmonique ne sont pas quelconques. Elles sont quantifiées, un peu comme... sont quantifiées d'une autre façon, mais elles sont quantifiées quand même. Et le calcul a été fait. On peut aussi déduire du principe de l'équation de Schrödinger le principe d'indétermination de Heisenberg, qu'on appelle aussi le principe d'incertitude. Alors là, j'ai mis entre parenthèses Garo Vulgate, parce que on trouve beaucoup trop de livres qui disent que le principe d'incertitude de Heisenberg signifie qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse
d'une particule. Vous avez déjà entendu ça? D'accord? J'ai même lu un livre de culture générale pour les élèves qui préparent le concours d'entrée à l'ENA, et pour qu'ils puissent briller dans les dîners mondains, on leur explique le principe d'incertitude de Heisenberg. Et il est défini comme je viens de vous le dire. On ne peut pas déterminer ou connaître simultanément, avec une grande précision, la position et la vitesse d'une particule. Sous-entendu, une particule a une position et une vitesse bien définies, mais à cause de la méchante mécanique quantique qui ne veut pas que nous connaissions complètement le réel, nous ne pouvons pas les connaître ensemble. Autrement dit, cette formulation sous-entend que la mécanique quantique, par le biais de ce principe d'incertitude, nous empêche de connaître toutes les propriétés qu'ont les particules, en l'occurrence leur vitesse et leur position. Évidemment, c'est un contresens absolu. Parce que la physique quantique vous dit qu'une particule n'est jamais un corpuscule. Donc, la physique quantique ne dit jamais que le vecteur d'état d'une particule permet de lui assigner en même temps une vitesse et une position. D'accord? Autrement dit, la formulation en forme de ritournelle du principe de Heisenberg signifie que les particules sont des corpuscules, mais que nous ne pouvons jamais les voir comme telles. Alors que la mécanique quantique dit les particules quantiques ne sont jamais des corpuscules. C'est autre chose. Et si vous voulez les caractériser par des attributs classiques qui spécifient justement l'état d'un corpuscule, la vitesse et la position, un grain de sable, il a une vitesse et une position, d'accord? Donc si vous voulez caractériser une particule quantique par des attributs classiques, eh bien vous tombez sur une sorte de contradiction qui vient du fait que la physique quantique n'est pas la physique classique. Et que les objets que la physique classique avait permis d'identifier n'ont pas d'écho dans le formalisme de la physique quantique. Donc, ce que dit, j'insiste là-dessus parce qu'il y a trop d'erreurs qui sont propagées, les particules quantiques, ne les imaginez pas comme des petits points, comme des corpuscules, les particules quantiques ne sont jamais des particules classiques. Et à vouloir les caractériser comme des particules classiques, on tombe dans des contradictions. D'accord? Donc, le principe de Heisenberg vous dit simplement que les concepts classiques ne peuvent pas être utilisés dans n'importe quelle condition pour caractériser l'état d'une particule quantique. Autre principe qui, lui, n'est pas complètement déduit de l'équation de Schrödinger, c'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli, qui a été donc découvert par Wolfgang Pauli en 1925. C'est l'idée que deux électrons, par exemple, ne peuvent pas être dans le même état physique. C'est un principe d'exclusion. Donc, un électron dans un atome d'hydrogène, par exemple, peut avoir un certain état. Si vous prenez un autre atome dans lequel il y a plusieurs électrons qui tournent autour du noyau, eh bien, il est impossible que deux électrons de cet atome soient dans le même état physique et donc soient représentés mathématiquement par le même vecteur d'état. Il faut qu'il y ait au moins une petite différence entre deux vecteurs d'état. Ils ne peuvent pas donc partager le même vecteur d'état. Et cette exclusion, ce principe d'exclusion, s'applique à certaines particules et ne s'applique pas à d'autres particules. Les particules auxquelles le principe d'exclusion de Pauli s'applique, on les appelle des fermions, du nom d'un physicien italien qui s'appelait Fermi. Donc fermion, c'est le nom fabriqué à partir de Fermi. Et ce sont des particules qui ont un spin demi-entier, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Donc parmi elles, on trouve l'électron. L'électron est un fermion. On trouve le proton. On trouve les quarks. On trouve les neutrons, etc. Et puis il y a d'autres particules qui ne sont pas contraintes par le principe d'exclusion de Pauli. Autrement dit, elles peuvent être à plusieurs dans le même état quantique. Et celles-là, on les appelle des bosons, du nom d'un physicien indien qui s'appelait Bose, B-O-S-E,
Et parmi ces particules, on trouve les photons, les gluons, etc. Alors, elles ont des comportements collectifs complètement différents. Les fermions sont des particules qui, parce qu'elles ne peuvent pas être dans le même état quantique, ont des comportements un petit peu individualistes. Car elles ne peuvent avoir que des états physiques différents des états physiques des autres particules du même type. Donc les fermions ont tendance à se singulariser. Alors que les bosons, eux, ont un comportement grégaire. Ils peuvent être très nombreux dans le même état quantique. Ce qui donne lieu à la manifestation de propriétés très spectaculaires, comme l'effet laser. Dans un rayonnement laser, tous les photons sont dans le même état quantique. C'est ce qui donne au laser son intensité, etc. La superconductivité ou la superfluidité sont des états qu'on observe à l'échelle macroscopique, dont l'explication tient simplement dans le fait que l'hélium 4, l'hélium superfluide, est un boson. Donc il a un spin entier qui lui permet d'échapper au principe d'exclusion de Pauli, qui permet donc à ces atomes d'être tous dans le même état quantique, ce qui donne lieu à la superfluidité, etc. Donc d'un point de vue collectif, ils ont des comportements très différents. Les fermions obéissent à une loi statistique qu'on appelle la statistique de Fermi-Dirac, et les bosons obéissent à une autre loi statistique qu'on appelle la statistique de Bose-Einstein. Alors, si on veut faire des analogies avec les comportements humains, c'est un peu compliqué, parce que les êtres humains sont des fermions, car ils veulent se distinguer les uns des autres, mais leur façon de se distinguer est tellement partagée qu'ils se comportent en fait comme des bosons. D'accord ? Donc c'est compliqué. Leur désir d'être des fermions les fait ressembler à des bosons. Ils veulent un blue jean comme tout le monde. Alors il y a un petit détail qui fait voir que le blue jean n'est pas le même que celui du voisin. Mais comme en général on ne voit pas le détail, on a l'impression que c'est le même blue jean pour tout le monde. L'effet tunnel. Alors l'effet tunnel, c'est un truc très important. Parce que c'est Georges Gamow, que j'ai montré en photo tout à l'heure, qui en 1926 a appliqué l'équation de Schrödinger à une situation physique particulière et a montré qu'elle permettait de comprendre ce qu'on appelle la radioactivité bêta. La radioactivité alpha. Vous savez que les noyaux très lourds, les noyaux qui contiennent beaucoup de protons et de neutrons, donc uranium et autres, sont des noyaux qui, lorsqu'ils ont trop d'énergie, s'en débarrassent. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. La radioactivité, c'est le moyen qu'ont les noyaux qui contiennent trop d'énergie de se débarrasser de leur excédent d'énergie. En fait, ils ont la peau du ventre trop tendue, d'accord, et la radioactivité permet de détendre un petit peu leur peau trop tendue. Et leur façon de faire, c'est d'envoyer dans l'espace des particules alpha. C'est-à-dire des noyaux d'hélium. Une particule alpha, c'est un noyau composé de 2 protons et de 2 neutrons. Ce sont donc des noyaux d'hélium 4. Hélium, c'est 2 protons dans le noyau. Il y a 2 neutrons en plus, ça fait 4 nucléons au total. Donc hélium, 2 protons, 4 parce qu'il y a 4 nucléons. Donc ils envoient des noyaux d'hélium 4 dans l'espace. Donc ils se libèrent d'une partie de leur contenu en termes de protons et neutrons. Et en fait ça, classiquement, c'est impossible. C'est impossible parce que si vous imaginez que les particules alpha préexistent à l'intérieur du noyau, elles sont emprisonnées dans un puits de potentiel, comme on dit, qui est lié aux forces nucléaires qui subissent avec les autres nucléons présents dans le noyau. D'accord ? Donc il faut imaginer que les particules alpha dans le noyau, elles sont prisonnières, elles ne peuvent pas sortir. Parce qu'il y a des barrières de potentiel, des sortes de vraies barrières, si vous aimez les métaphores, qui les empêchent de sortir. Et elles n'ont pas assez d'énergie pour passer au-dessus des barrières. Alors, comment est-ce qu'on imagine leur comportement ? C'est ce que fait Gamow en 1926. Il faut imaginer qu'elles sont donc dans une boule. À l'intérieur de cette boule, elles ont un mouvement qui est à peu près libre. Et elles passent leur temps à rebondir sur les parois de la boule. Et elles ne peuvent jamais en sortir. Mais ce que montre Gamow,
c'est que grâce à l'équation de Schrödinger, la probabilité qu'elle traverse une barrière qui est classiquement interdite est non nulle. D'accord ? Donc elles font des allers-retours, et à chaque fois qu'elles cognent sur une paroi, la probabilité qu'elle traverse est très faible, mais non nulle. Et donc, à force de faire des allers-retours et de rebondir, arrivera un moment où cette probabilité sera convertie en possibilité et elles sortiront. D'accord ? Vous êtes d'accord que quand vous jouez au dé, la probabilité que vous obteniez un 6 est non nulle. Donc, à force de lancer le dé, vous tomberez nécessairement sur un 6. Le nombre de fois au bout duquel vous obtiendrez le 6, vous ne le connaissez pas. Mais vous savez que si vous faites un très grand nombre de lancers de dés, vous tomberez sur le 6. Eh bien, la particule alpha qui est contenue dans le noyau, nécessairement, si l'effet tunnel, comme on l'appelle, est possible, devra un jour sortir du noyau. Et donc, on a pu comme ça comprendre la radioactivité alpha, qui était complètement incompréhensible quand on s'en tenait aux lois classiques. Et la métaphore qu'a utilisée Gamow pour avoir cette idée de l'effet tunnel, c'est le football. D'accord ? La particule alpha, c'est le ballon. L'équipe adverse, c'est la barrière de potentiel. L'équipe adverse, elle est censée empêcher que le ballon aille jusqu'au but. Donc elle fait de la résistance. Elle se comporte comme une barrière de potentiel qui fait obstacle au mouvement du ballon. Et de temps en temps, il y a des buts. Pourquoi il y a des buts ? Parce que l'équipe attaque, et à chaque fois qu'elle attaque, il y a une probabilité non nulle que le ballon aille dans le but par effet tunnel. Prenez le goal, si vous préférez. Le goal, c'est la barrière de potentiel. Donc par effet tunnel, ça peut rentrer dans le but. Et plus il y aura d'attaques, plus la probabilité qu'il y ait un but sera élevée. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on n'a pas encore compris cette loi d'évidence. D'accord ? Donc la particule alpha, plus il y aura évidemment d'aller-retour, et plus la probabilité qu'elle sorte. Bon, voilà, je crois que j'en ai assez dit pour l'équation de Schrödinger. En plus, il est midi, je suis très en retard. Je voudrais simplement insister sur le fait que l'équation de Schrödinger, qui a été donc écrite en 1925, est une équation qui n'est pas relativiste. Cette équation n'est valide que lorsque la vitesse de la particule est négligeable devant la vitesse de la lumière. Par exemple, l'atome d'hydrogène, c'est un peu limite. La vitesse caractéristique de l'électron autour du noyau dans l'atome d'hydrogène, c'est à peu près 1/100 de la vitesse de la lumière. Bon, 1/100, c'est très petit devant 1, mais quand même, dans l'atome d'hydrogène, il y a des effets relativistes qui ne sont pas pris en compte par l'équation de Schrödinger. Vous voyez que l'équation de Schrödinger, elle a un domaine de validité qui est très limité en termes de vitesse. Et il faut avoir ça en tête pour éviter les extrapolations abusives. Hein. Et donc, dans les années 28, les physiciens se sont posé la question de savoir si on pouvait trouver une équation qui soit à la fois quantique et relativiste. Et il faut bien en trouver une. Parce que dans le rayonnement cosmique, par exemple, vous avez des particules qui traversent l'atmosphère, qui forment ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Ces particules sont des particules. Donc on doit les traiter par la physique quantique. Mais elles sont très rapides. Vous savez qu'il y a des muons, par exemple, qui traversent l'atmosphère à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Donc ces particules-là ne peuvent pas être décrites par l'équation de Schrödinger, puisque celle-ci est limitée aux situations que je viens de préciser. Et donc il faut trouver un formalisme qui soit à la fois quantique et relativiste pour pouvoir décrire les particules qui vont très vite, comme celles du rayonnement cosmique. Donc les gens ont travaillé, et celui qui a trouvé la bonne percée, c'est Paul Dirac, qu'on a vu en photo également, à l'issue d'un travail dont j'aimerais bien vous parler, mais j'ai pas le temps, mais je me contenterai de dire que c'était un travail époustouflant.
la façon dont il a trouvé l'équation quantique et relativiste qu'il publie en 1928. Et il se rend compte que ce mariage de la physique quantique et de la relativité donne naissance à deux enfants. Le premier, c'est l'antimatière. Le deuxième, c'est le spin. C'est-à-dire que quand vous faites le mariage physique quantique et relativité, et si en plus vous croyez à l'impossibilité des voyages dans le temps, c'est ce qu'on appelle la causalité, l'existence des antiparticules devient nécessaire. C'est-à-dire qu'il prédit l'existence d'une antiparticule associée à l'électron, de même masse que lui, mais de charge électrique opposée. Donc en 1931, après 3 ans de travail, Dirac prédit l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui le positron, qui est l'antiparticule de l'électron. Et le positron, comme vous le savez, a été découvert dans le rayonnement cosmique peu de temps après, en 1932, par un physicien américain qui était alpiniste, qui avait monté une chambre de Wilson au sommet du mont Pasadena pour mesurer le rayonnement cosmique, et il a vu des traces de particules qui allaient dans l'autre sens que les traces habituelles et qui étaient courbées par le champ magnétique et qui portaient une charge opposée à celle de l'électron. Il avait découvert le positron. Donc, mécanique quantique plus relativité conduit à la prédiction de l'existence de l'antimatière. Et puis il y a une autre propriété des particules qui découle directement de ce mariage, qui est le spin. Le spin. Alors, je comptais vous en parler beaucoup, mais je crains qu'on n'ait pas vraiment le temps. Le spin, en anglais ça veut dire tourner, c'est un moment cinétique, donc c'est quelque chose qui mesure l'état de rotation de l'objet en question. Donc c'est un moment cinétique intrinsèque porté par les particules. Alors en physique classique, donc chez Newton, le moment cinétique d'un objet est lié à son état de rotation. Plus l'objet est massif et à une vitesse donnée, plus son moment cinétique sera élevé, et plus il tourne vite, et plus son moment cinétique est élevé. Mais le fait qu'une particule porte un spin suggère qu'elle se comporte comme une petite toupie qui tourne sur elle-même. C'est l'image qu'on a en tête, hein. Donc un électron serait une petite toupie, et c'est la rotation de cette toupie sur elle-même qui donnerait à l'électron son spin. Ce que je vous demande, c'est d'abandonner complètement cette image. Parce que quand vous faites le calcul, vous imaginez que l'électron est une petite toupie de taille égale à son rayon classique, eh bien, vous vous rendez compte que le spin qu'il porte, si cette image était bonne, nous obligerait à conclure que l'électron tourne à sa périphérie à une vitesse qui est plus grande que la vitesse de la lumière. Donc si vous avez une image de l'électron comme une sorte de toupie qui tourne à toute vitesse, eh bien vous violez, sans le savoir, la théorie de la relativité. Ce qui n'est pas recommandé quand on est amateur. D'accord ? Donc, ce que je vous demande, c'est d'admettre une sorte de phrase paradoxale et qui peut-être n'a pas de sens. Le spin apparaît comme le moment cinétique d'un objet où rien ne tourne. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça a été démontré par un physicien américain qui s'appelle Eugène Wigner, qui était d'ailleurs le beau-frère de Dirac. Et en 1940, il a montré, en utilisant ce qu'on appelle la théorie des groupes en mathématiques, que le spin est une propriété naturelle des particules, dès lors que l'on se place dans un contexte à la fois quantique et relativiste. Quand vous êtes dans un contexte quantique et relativiste, qui est le contexte adéquat pour décrire les particules quantiques en n'importe quelle circonstance, eh bien il y a un certain nombre de règles qui s'imposent à vous, et que Wigner qui est en photo ici. Là, je ne sais pas si je vais vous raconter ça, parce que c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, écoutez, j'en ai très peu dit par rapport à ce que je voulais dire, et si j'attaque ce transparent, j'attaque les questions de l'interprétation, qui sera le sujet de la semaine prochaine, donc je préfère
m'arrêter là et puis essayer de dire les compléments dans les réponses aux questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie. Bon, on va prendre 20 minutes, hein, c'est ça, Étienne, environ oui. de questions, parce qu'il y a un impératif à 12h30. Donc, levez la main, voilà. Pour détendre l'atmosphère, pouvez-vous nous dire la signification quantique du chat qu'on voit sur les diapos? Ben, ça, c'est le chat de Schrödinger. C'est le chat de Schrödinger dont on parlera la prochaine fois, qui a été utilisé par Schrödinger comme canular illustrant ce qui était à ses yeux l'aberration de l'interprétation canonique de la physique quantique. Donc en fait, le chat de Schrödinger, c'est Schrödinger lui-même, qui était un type qui a vécu toute sa vie dans un état superposé. C'est-à-dire, il était allemand, mais il pensait en allemand, écrivait en anglais. Il était physicien, mais se prétendait philosophe. Il était amoureux de plusieurs femmes en même temps, ce qui le mettait dans un état quantique superposé quasi permanent. Et le chat de Schrödinger est un chat dont on verra qu'il est lui aussi dans un état superposé. Et comme Schrödinger se détestait lui-même, il avait une sorte de haine de lui-même, qu'il a transposé en haine de son propre chat. On verra, c'est une histoire compliquée. Bien, allô ? Je peux parler là, oui. J'ai le micro, donc j'en profite pour vous poser deux questions. La première, c'est une question basique. Je ne sais plus si Einstein n'a jamais cru à la physique quantique ou si c'était simplement à son début. Donc, primo, pourquoi Einstein, a priori un génie, n'a-t-il pas cru à De Broglie, à des expériences, à une explication pourquoi il y avait des interférences et puis en même temps le phénomène de corpuscule? Donc, primo. Et deuxio, la question plus essentielle et qui, je ne voudrais pas déflorer votre conférence de la semaine prochaine. Vous avez dit un peu, à mon avis, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, mais peut-être que c'était un teasing que vous avez fait. Vous avez dit que le principe, l'espace de Hilbert n'avait aucun rapport avec la réalité. Or, il me semble quand même, si j'ai bien compris, que c'est quand même la réalité, la physique quantique. Voilà, merci. Merci pour ces deux questions. La première... Effectivement, j'y répondrai la prochaine fois, mais je conteste votre formulation. Vous dites Einstein n'a jamais cru à la physique quantique. C'est du moins ce que vous avez lu ou entendu. Si, Einstein n'a jamais contesté l'efficacité opératoire de la physique quantique. Autrement dit, Einstein n'a jamais dit la physique quantique est fausse. Jamais. Il a toujours dit qu'il était même stupéfait de son efficacité opératoire, c'est-à-dire de l'exactitude des prédictions qu'elle permet de faire. Ce qu'il a écrit en 1935, c'est un article dans lequel il se pose la question de savoir si la mécanique quantique est complète. C'est-à-dire, est-ce qu'elle nous dit tout ce que nous sommes en droit d'attendre de la description d'un état physique? Ce sera le sujet de la prochaine fois. Autrement dit, ce que conteste Einstein, ça n'est pas la physique quantique. Ce qu'il conteste, c'est l'interprétation qui est faite à cette époque-là par les tenants de ce qu'on appelle l'école de Copenhague, donc Niels Bohr et tous les autres. C'est l'interprétation de la physique quantique qui conteste. Alors, on verra ça la prochaine fois, on verra pourquoi il la conteste. Parce qu'elle lui apparaît scandaleuse, et il reprendra d'ailleurs des arguments que défendront également Schrödinger ou bien De Broglie. Donc là-dessus, il était en phase avec Schrödinger et De Broglie, qui eux non plus n'acceptaient pas l'interprétation de Copenhague, comme on l'appelle, de la physique quantique. Votre autre question, c'est les espaces de Hilbert. Je n'ai pas dit que l'espace de Hilbert n'avait rien à voir avec la réalité. D'abord parce que je ne sais pas ce que c'est que la réalité. Je dis simplement que les espaces de Hilbert, qui sont des espaces mathématiques, ne sont pas l'espace physique dans lequel nous faisons les expériences. Ça veut dire que pour comprendre ce qui se passe, disons, dans la réalité, si vous tenez absolument à utiliser ce mot, c'est-à-dire dans l'espace physique à 3 dimensions que nous habitons, pour comprendre ce qui se passe dans la réalité, il faut invoquer des structures mathématiques qui ne sont pas dans cette réalité. D'accord ? Donc il faut doubler ou dédoubler le monde empirique d'un autre monde qui permet de le comprendre. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, vous pouvez dire que la réalité, c'est la somme ou la réunion
au sens de la théorie des ensembles, de l'espace physique à 3 dimensions, et des espaces de Hilbert qui permettent de décrire ce qui se passe dans cet espace physique à 3 dimensions. Mais le mot réalité, on le verra surtout la prochaine fois, est un mot qu'il faut manier avec précaution, comme une bouteille de soda débouchée. Bonjour monsieur, j'ai une question, j'aimerais revenir sur... Je ne vois pas les gens qui posent des questions, oui, mais c'est pas grave. J'aimerais revenir sur le mariage entre la physique quantique et la relativité, donc qui fait partie des préoccupations, je pense, actuelles, notamment dans le cadre de l'unification des interactions fondamentales. J'ai assisté il y a quelques années à une interprétation originale, une conférence de Laurent Notal, qui utilisait en fait un autre outil mathématique, les fractales, pour essayer de tenter, et qui a sorti un bouquin très intéressant là-dessus, d'expliquer cette union possible entre physique macroscopique et microscopique en quelque sorte. Il présentait des résultats intéressants à l'époque. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui et si cette interprétation vous paraît un petit peu décalée, quelles sont les autres tentatives comme le boson de Higgs ou des choses comme ça. Merci. Bon, j'ai l'impression que vous mélangez plusieurs choses, hein. Quand on parle de mariage entre physique quantique et relativité, il faut préciser les choses. Est-ce que vous parlez du mariage entre physique quantique et relativité restreinte? Ou est-ce que vous parlez du mariage entre physique quantique et relativité générale? Vous savez que la relativité restreinte, c'est la théorie d'Einstein de 1905, qui est une nouvelle théorie de l'espace et du temps, qui était une théorie universelle au sens où elle s'applique à la description de toutes les interactions en physique. C'est une théorie cadre, si vous voulez. C'est une nouvelle théorie de l'espace et du temps dans laquelle viennent s'inscrire nos descriptions de la force électromagnétique, des forces nucléaires et de la gravitation. Alors que la théorie de la relativité générale est une théorie de la gravitation. C'est une théorie spécifique de la gravitation. On n'a pas de problème pour marier la physique quantique et la relativité restreinte. C'est le travail de Dirac que j'ai évoqué, qui a été un peu plus formalisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie quantique des champs. La théorie quantique des champs, elle propose ce mariage physique quantique relativité sans le moindre problème. La théorie quantique des champs est à la base du modèle standard de la physique des particules aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est le mariage physique quantique relativité générale. Autrement dit, c'est notre description de la gravitation que nous ne parvenons pas à glisser dans le cadre de la physique quantique. D'où la nécessité de choisir des hypothèses très audacieuses, du genre augmenter le nombre de dimensions d'espace-temps, c'est ce que propose la théorie des cordes, ou d'autres voies plus ou moins exploratoires. Alors la théorie de Notal, elle visait à tenter cette unification en utilisant le concept d'espace-temps fractal. Bon. Et l'argument que Laurent Notal avançait, c'était de prendre acte du principe de superposition, plutôt du principe de Heisenberg. Il utilise le principe de Heisenberg pour montrer qu'à petite échelle, la structure de l'espace-temps est une structure fractale. Hein, l'espace-temps n'est plus l'espace-temps lisse et continu de la relativité restreinte, ça devient quelque chose qui est rendu topologiquement chaotique par le biais de la mécanique quantique. Bon, le problème, c'est que cette théorie, que je ne veux pas juger ici, parce que ça nous mènerait trop loin, n'a pas un pouvoir prédictif très spectaculaire, et j'ai pas l'impression qu'elle suscite aujourd'hui un grand engouement. Le boson de Higgs dont vous avez parlé n'a rien à voir avec ce débat. Vous nous avez expliqué que les particules sont des concepts mais ce ne sont pas des objets, ne sont pas des corpuscules, et qu'on ne peut pas se les figurer. Vous nous l'avez dit la semaine dernière aussi, mais je vous reposerai une question qui a été posée la semaine dernière, mais un peu autrement. Quand est-ce qu'un ensemble de particules devient une corpuscule? Vous nous avez montré le niveau mathématique, c'est-à-dire quand on est de l'ordre de grandeur de la constante de Planck. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais est-ce qu'il y a une explication de la frontière, une explication entre guillemets physique, hein, quand ces particules qui sont, on ne sait pas quoi, entre les ondes et les corpuscules, enfin on ne sait pas très bien ce que c'est, enfin moi je me représente pas très bien ce que c'est, quand et comment est-ce qu'un ensemble de particules comme ça devient quelque chose de tangible
dans notre compréhension? Alors, il y a deux choses à dire pour tenter de répondre à votre question. La première chose, c'est qu'une particule ne devient jamais un corpuscule. Voilà. Alors, un ensemble de particules ne devient jamais un corpuscule non plus. Je vous rappelle qu'un corpuscule, c'est un objet de taille nulle. Donc un ensemble de particules ne devient jamais un corpuscule. Par contre, un ensemble de particules peut devenir un objet que la physique classique peut décrire. Autrement dit, un ensemble de particules quantiques peut devenir un objet classique. C'est-à-dire un objet dont l'état physique peut être décrit tel que la physique classique le fait d'habitude, en lui attribuant une position bien définie, une vitesse bien définie, etc. Alors, le chat de Schrödinger dont on parlera a été inventé par Schrödinger pour montrer que justement, il y avait ce problème que vous posez. Si les particules sont quantiques, et si, donc, elles ne sont pas des corpuscules, et si un chat est formé de particules quantiques, comment se fait-il que le chat ne soit pas quantique ? Comment se fait-il qu'un chat soit bien localisé dans l'espace? Et pour reprendre des exemples plus inertes, comment se fait-il que cette table soit localisée dans l'espace? Alors qu'elle est constituée d'atomes qui ne sont pas localisés dans l'espace, ou qui ont des états quantiques indéterminés. Alors la réponse à cette question, on ne l'a que de façon partielle, et depuis à peu près une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle la théorie de la décohérence. La théorie de la décohérence vous dit que quand vous avez un objet macroscopique qui contient donc un grand nombre de particules, un grand nombre de degrés de liberté, comme on dit, en fait, il est constamment couplé à son environnement. L'environnement, c'est pas l'environnement au sens des partis écologistes. L'environnement, c'est tout ce dans quoi baigne cet objet. Donc le vide quantique, s'il est là, la lumière, les molécules d'air, etc. Et cet environnement ne cesse pas d'agir sur le système et de l'obliger à perdre sa cohérence. Donc cette théorie de la décohérence nous explique pourquoi les objets macroscopiques se comportent comme des objets classiques. Mais évidemment, elle ne fait pas disparaître le scandale de la superposition au niveau microscopique. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, oui. Vous nous avez dit comment ne pas interpréter le principe d'incertitude en prenant l'exemple appliqué à la position et à l'impulsion. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment il faut mieux l'interpréter? Non, moi je pense que si vous voulez, les vulgates dont j'ai parlé sont ravageuses. Parce qu'elles laissent entendre qu'une mesure en physique quantique est imprécise. Il n'y a pas de flou quantique. On a beaucoup parlé de flou quantique. Claude Allègre a fait un livre, il parle tout le temps. Il n'y a pas de flou quantique. Quand vous faites une mesure de position en physique quantique, vous avez exactement la même précision qu'une mesure de position en physique classique. Autrement dit, les mesures quantiques ne sont pas plus imprécises que les mesures classiques. Simplement, quand vous demandez à une particule, par le biais d'un instrument de mesure, vous lui demandez, particule, quelle est ta position? La particule, si vous ne la titillez pas trop, dit, mais je n'ai pas de position. Mais si vous l'obligez à entrer dans un dispositif expérimental dont la fonction est de mesurer la position, vous allez torturer cette particule. Et sous la torture, elle va parler. Elle va dire, tu me tortures, et ben moi je vais te dire ma position c'est X. Et elle va apparaître en une position X. Et vous allez dire, mais si j'ai vu cette particule à la position X, c'est qu'avant de faire la mesure, juste avant la mesure, la particule était déjà en X. Ben, la physique quantique vous dit non. Non. Avant, elle était représentée par un vecteur d'état qui la représentait comme une sorte d'ectoplasme délocalisé qui n'a pas de position bien définie. Et c'est le fait de lui poser la question de sa position
qui l'oblige à prendre position. D'accord? Mais avant, il n'y a pas de position, il n'y a pas d'impulsion bien définie. Il y a tout un ensemble de valeurs possibles. Et c'est le fait de faire la mesure qui, parmi toutes les valeurs possibles, va actualiser une valeur particulière parmi toutes celles qui étaient a priori possibles. C'est comme les sondages pour les élections. La plupart des Français n'ont pas d'avis sur les présidentielles. D'accord? La plupart d'entre nous, on flotte, on est dans une superposition quantique intégrale. Entre les 2, les 3, les 4, je ne sais pas combien vous en prenez, mais on est tous en train de... nous sommes des chats de Schrödinger électoraux. Tous. D'accord? Mais quand il y a un sondeur qui s'amène, il vous pose les questions qui vous obligent à prendre position. Parce que votre position elle est tellement subtile, vous oscillez, vous hésitez, il y a du bon, il y a du mauvais, vous n'êtes pas encore déterminé. Mais le sondeur, il veut du oui ou du non. D'accord? Et il vous oblige à prendre position alors que vous n'avez pas de position. D'accord? Et ça peut évoluer, votre paquet d'ondes, il va évoluer au cours du temps. D'accord? Donc construire une campagne électorale ou un choix de candidat sur des sondages faits un an avant, c'est un délire. Enfin, je ferme la parenthèse, parce que c'est pas le sujet, mais je veux dire, il faudrait que les gens apprennent un peu plus de mécanique quantique pour être moins victimes des sondages. J'ai une question ici sur le modèle, les modèles. Lors de l'établissement de l'équation de Schrödinger, il y avait un très joli modèle que j'avais vu, c'est un déplacement sur une ellipse, peut-être complètement refermé pour l'atome d'hydrogène, et puis pour le spin, c'était une sorte de vortex qui expliquait justement qu'il n'y avait pas de mouvement, tout en ayant un moment cinétique. Qu'est-ce que c'est devenu là, ces très beaux modèles de 1930 à peu près? Mais quand c'est beau, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire l'espèce de principe platonicien selon lequel il y aurait identité entre le beau, le vrai et le bien a été battu en brèche. C'est pas parce que vous avez un beau modèle qu'il est juste. Alors, quand même, il y a des situations dans lesquelles des principes esthétiques peuvent servir de guide. Par exemple, Dirac, quand on lui demandait « mais comment as-tu fait pour trouver ton équation ?» Dirac ne parlait pas, hein, donc en général, on lui demandait « comment as-tu fait pour trouver ton équation ?» Il a répondu « je cherchais une équation qui soit belle ». Bon. D'ailleurs, il se fichait complètement de savoir si le positron existait. Hein. Il était sûr que son équation était belle, comme elle était belle, elle était vraie, donc le positron existait. C'était même pas la peine d'aller le chercher. Et on lui disait « mais qu'est-ce que c'est pour toi une équation belle ?» Eh bien, il disait « si vous êtes mathématicien, vous comprenez ce que je veux dire, et si vous n'êtes pas mathématicien, je ne peux pas vous l'expliquer. » Alors, on peut raconter d'ailleurs une anecdote. Alors après, on peut un peu peaufiner l'argument. En fait, ce qu'il appelait belle, c'était une équation qui contient beaucoup d'invariants sous diverses transformations. C'est parce qu'elle contient beaucoup d'invariants qu'elle est capable de saisir des éléments de réalité. Bon, on pourrait en parler longuement, mais juste pour vous dire que la notion de beauté est une notion assez peu intéressante. C'est qu'en 1926, après que Schrödinger a écrit son équation, il y a eu un modèle concurrent en mécanique quantique proposé par Heisenberg, qu'on appelle la mécanique des matrices. Bon, donc Heisenberg représente les observables physiques par des matrices, et tout le monde trouve ça monstrueux parce qu'on perd la possibilité de représenter les phénomènes physiques dans l'espace-temps. Hein, donc vous avez un phénomène physique, vous ne pouvez même plus le dessiner sur un tableau. Gros scandale. On est emporté vers une abstraction terrible, dont on ne pourra plus jamais revenir. Alors que Schrödinger, lui, il avait son équation et il avait une interprétation de son équation qui permettait de décrire tous les phénomènes quantiques, notamment à l'intérieur de l'atome, comme quelque chose qui évolue dans l'espace-temps. Par exemple, pour lui, quand un électron passe d'une orbite à une autre, eh bien, ça se fait de façon continue. Hein, c'est les ondes associées aux électrons qui se déplacent et qui emmènent l'électron depuis sa position initiale jusqu'à une position finale. Donc il y avait une picturabilité possible des phénomènes quantiques.
Alors que chez Heisenberg, plus du tout. Pendant 6 mois, ils se sont écrits des lettres très méchantes. Schrödinger disant à Heisenberg, c'est quoi ces matrices, c'est horrible, ta théorie est un scandale, etc. Et Heisenberg répondant que le modèle de Heisenberg était un modèle monstrueux. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, notamment grâce à l'aide de Dirac, que les deux formalismes, celui de Heisenberg et celui de Dirac, étaient parfaitement équivalents physiquement. C'est-à-dire qu'ils conduisaient aux mêmes prédictions pour les résultats des expériences. Donc vous voyez que la beauté subjective ou la laideur subjective qu'on pouvait apporter à l'une ou l'autre des deux versions du même formalisme était complètement subjective. Il n'y en a pas une qui était plus belle que l'autre, elles étaient équivalentes. D'un point de vue physique, même si mathématiquement elles se présentaient de façon différente. Donc méfions-nous de cette histoire de beauté. Il y a des tas de théories belles qui sont fausses, et il y a des théories peut-être justes qui ne sont pas très élégantes. Monsieur tout à l'heure a parlé du boson de Higgs. Bon, le statut du boson de Higgs dans le modèle standard de la physique des particules, c'est pas d'une élégance extrême. Mais il existe sans doute. Bon, il est 12h30. Non mais c'est pas une contrainte à 1 minute. Bon, alors on en prend une dernière. Oui. Pour l'électron, je croyais qu'on ne pouvait pas mesurer sa vitesse ou sa position parce que l'appareil de mesure influençait cet électron. Il y avait une interaction entre l'appareil de mesure... C'est ça le drame. La vulgate que vous rappelez, c'est celle-ci. L'électron a une position et une vitesse bien définies. On fait une mesure. La mesure perturbe l'électron, et du coup, la position qu'on mesure n'est pas celle qu'il avait. Ben non, il n'avait pas de position. Effectivement, on le verra la prochaine fois, la mesure va changer la représentation mathématique de l'électron, c'est-à-dire va changer son vecteur d'état. Son vecteur d'état nous dit l'ensemble des valeurs possibles de la position que l'on peut détecter si l'on fait une mesure. Et si on fait une mesure, effectivement, on voit l'une de ces positions se manifester. Ça ne veut pas dire qu'il avait cette position avant. D'accord ? Donc quand on dit la mesure perturbe le système mesuré, on comprend la mesure va changer la valeur de la variable qu'on mesure. Donc la mesure va introduire de l'erreur dans la variable qu'on a mesurée. Et on verra la prochaine fois que c'est un peu plus subtil. Et votre formulation, je ne vous en fais pas du tout le reproche, hein, montre les ravages des vulgates. D'ailleurs, c'est une erreur de traduction. Vous savez que c'est une erreur de traduction, principe d'incertitude. Hein. Parce que le mot qu'a utilisé Heisenberg dans son article, c'était Unsicherheit. Donc, effectivement, incertitude. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait ce problème, et il l'a changé en Unbestimmtheit. Je suis pas très sûr des noms, mais je tente le coup. J'avais écrit ça dans un bouquin, mais je me souviens plus du mot allemand. Je crois que c'est ça. Donc, indétermination. Manque de chance, Paul Langevin, en France, avait déjà traduit le premier terme en incertitude. Et ensuite, il n'a pas fait la correction qui aurait permis, dès le début, d'appeler le principe d'Heisenberg le principe d'indétermination, plutôt que le principe d'incertitude. Et le principe d'incertitude, ajouté à la théorie de la relativité restreinte mal comprise, a servi aux philosophes postmodernes pour faire une sorte de relativisme ambiant. On ne peut pas connaître la réalité, tout se vaut, tout est relatif, etc. Que des contresens. La théorie de la relativité n'est pas un relativisme. La théorie de la relativité vous dit qu'effectivement, les durées et les longueurs sont relatives aux référentiels depuis lesquels vous les mesurez. Mais ça ne veut pas dire que tout est relatif. Ça veut dire que l'espace et le temps sont relatifs. Mais à partir d'eux, vous pouvez construire une quantité qu'on appelle l'intervalle d'espace-temps, qui elle est absolue. D'accord ? Donc au lieu de dire la relativité c'est du relativisme, c'est une théorie de l'absolu, la relativité. Einstein lui-même en 1933 a reconnu que l'appellation avait été désastreuse. Et le principe de Heisenberg, c'est pas du tout un principe qui limite notre puissance de connaître le monde physique.
c'est un principe qui limite la puissance de connaître de la physique classique. Oui, on n'est pas du tout dans... On est dans un contresens total. Moi, j'aurais pas été reçu à l'ENA. Hein. Bon, ben, merci. Pour être reçu à l'ENA, il faut dire ce que vous dites. Vous voyez le comble ?